Passer à la deuxième thématique. Alors, tout comme l'immobilier, elle nous concerne toutes et tous, on va parler de notre famille et on va parler du couple en général avec les différentes façons de parler du couple de nos jours. Et évidemment, maintenant, on a compris, on va commencer par la question micro-trottoir du public. Bonjour, moi j'ai une question pour vous. Y a-t-il un désavantage à être pacsé plutôt que marié lorsqu'on veut acheter à deux? Stéphane, pax ou mariage? Pax ou mariage, ça dépend ce que vous en attendez. On peut tout à fait acheter sans être paxé ni marié, pas de sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de décès. Je l'ai dit, si vous n'êtes pas marié ni paxé, il y a zéro protection juridique entre vous. Vous êtes considérés comme des parfaits étrangers au regard de la loi. Il y a des personnes à qui ça convient très bien, notamment les couples sans enfants, mais à partir du moment où vous avez des enfants, eh ben, on veut souvent pouvoir organiser sa transmission. Et c'est là où c'est compliqué si on n'est ni paxé ni marié. Il est évident que le mariage reste l'institution phare, entre guillemets, si on veut se protéger à 100% en cas de décès. Maintenant, il y a des personnes qui sont complètement réfractaires au mariage. Dans ces cas-là, on pourra préconiser un pax avec un testament, mais qui pourra s'avérer pas toujours efficace, notamment si on a des enfants. En clair, si on a des enfants, à part le mariage, il n'y a pas beaucoup de solutions miracles pour se protéger efficacement en cas de décès. Alors avant d'être une tradition, bien sûr, on comprend que c'est une sécurité le mariage. C'est une sécurité juridique, ça l'a toujours été, et c'est toujours le cas en 2023. Eh bien, nous allons voir la question suivante qui nous vient du public et de ce micro-trottoir que nous avons réalisé pour vous. Bonjour, alors voici ma question. Nous sommes pacsés, nous avons acheté ensemble. Voilà. Est-ce qu'on est réellement protégé en cas d'un décès de l'un ou de l'autre avec le pax? Les questions sont un peu toujours les mêmes. Elles sont toujours les mêmes, mais elles sont importantes. La réponse est non. Le pax ne crée strictement aucune protection juridique l'un envers l'autre. Le pax, c'est un mécanisme fiscal qui permet simplement, pour peu qu'on ait pris soin de mettre en place une protection en cas de décès via un testament, d'être complètement exonéré de droits de succession comme les gens mariés. Mais un pax sans testament n'apporte aucune sécurité juridique en cas de décès. Vous dites que c'est purement fiscal. Oui. Mais oui. Donc ça n'a aucune autre valeur. Ça n'a pas d'autre valeur qu'une valeur purement fiscale. Le pax, oui, ça a toujours été ça. Ça permet de déclarer ses impôts sur le revenu en commun et ça permet, si on a fait un testament, de pouvoir bénéficier de la même fiscalité avantageuse en cas de décès que les gens mariés. En revanche, le pax, il ne vous permet pas d'avoir droit à la réversion de la retraite comme ce qu'ont le droit les gens mariés. Ça ne vous permet pas du tout d'avoir la même protection. C'est important de le savoir, notamment sur la question de la pension de réversion, parce qu'on discute depuis quelque temps maintenant et je n'avais pas noté ce point qui est quand même important. On va poursuivre avec les questions de notre public cette fois, celui qui est parmi nous, et on vous écoute pour une question toujours qui concerne la famille et le couple. Bonjour maître, Bonjour. Je suis Julien. Petite question pour vous. Pourquoi et comment changer de régime matrimonial ? Tout dépend de votre situation familiale. Souvent, les personnes souhaitent changer de régime matrimonial de façon à pouvoir justement adapter les règles juridiques de la transmission de leur patrimoine à une configuration familiale bien particulière. On va prendre l'exemple de familles recomposées. Il va pouvoir parfois être intéressant de changer de régime matrimonial pour pouvoir justement adapter ces règles de protection en cas de décès. Ça, c'est le premier cas de figure. L'autre cas de figure d'un changement de régime matrimonial, ça va être un changement dans la vie professionnelle des conjoints. Vous étiez marié sans contrat, vous, au cours de votre vie professionnelle, vous prenez une casquette de chef d'entreprise et vous craignez que votre patrimoine personnel soit mis en péril par votre activité pro, on vous orientera vers un changement de régime type séparation des biens pour protéger votre patrimoine. Donc voilà les deux cas de figure, soit un projet professionnel particulier, soit une configuration familiale bien spécifique qui fait que le régime légal n'est pas adapté à votre situation et qu'on va vous conseiller d'en changer. Après, la procédure, elle a quand même été bien simplifiée au cours des dernières années. Il fallait auparavant systématiquement avoir recours à un avocat. C'est moins vrai aujourd'hui, ça l'est en tout cas pas dans tous les cas. Et les procédures sont pour le coup assez simples, en tout cas assez simplifiées. On rappelle peut-être ce que c'est qu'un régime. On n'a pas donné un peu la nature générique du régime. En fait, c'est quoi par rapport à un mariage normal? Ce qu'on appelle un régime matrimonial, c'est la règle de propriété des biens entre les gens mariés. Savoir que quand vous ne faites pas de contrat de mariage, vous êtes par défaut soumis au régime de ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquets. En clair, ce que je gagne, mon conjoint en est propriétaire pour moitié et réciproquement. On fait un pot commun de ce qu'on gagne et des dettes que l'on accumule pendant le mariage. Ça, c'est ce qui avait été défini dans les années 60 par défaut pour tous les Français. C'est un petit peu moins adapté aujourd'hui à la configuration actuelle des couples et des familles recomposées. C'est pour ça que parfois, on va être amené à recommander des changements de régime en cours d'union.
Maître Aurélie Bouvier, merci. On va continuer avec une autre question sur cette thématique dans notre public. Une question qui concerne cette fois les concubins. Oui, bonjour. Bonjour. Lucie. Alors moi, ma question, c'est lors d'une séparation entre concubins, comment on partage les biens qui ont été achetés ensemble? Eh bien justement, tout dépendra de ce que vous aurez pris soin de noter dans votre acte d'achat ou pas. Je parle de l'achat immobilier. Dans l'achat immobilier, si vous avez pris soin de noter qui a payé quoi, ça va être très simple, on va appliquer la règle du jeu que vous avez fixée. Si vous aviez un apport différent de celui de votre compagnon, pas de problème, c'est noté dans l'acte, vous récupérez votre apport. En revanche, s'il n'y a rien qui a été noté dans votre acte d'achat, on partagera par défaut 50-50 entre vous et votre ex-compagnon. Donc c'est là où la situation peut se tendre, parce qu'à partir du moment où il y en a un qui a payé plus que l'autre, il ne sera pas d'accord de partager 50-50. Et là, c'est compliqué. Le concubinage par rapport au Pacs, encore plus fragile? C'est encore plus fragile, parce que dans le Pacs, on a quand même un minimum de règles légales, notamment ce qu'on appelle l'aide matérielle et réciproque, qui permet quand même d'organiser à minima les rapports financiers entre les partenaires pacsés, entre les concubins. Il n'y a absolument rien qui est prévu par la loi. Ce qui veut dire que si on souhaite malgré tout vivre en concubinage, votre préconisation, votre conseil, c'est dans ces moments importants de la vie de bien écrire absolument tout ce qu'on veut. C'est ça. En fait, il faut prévoir le pire. Il faut écrire la règle du jeu, il faut, je pense, prendre soin de mettre ses revenus chacun sur un compte qui est à soi, de ne surtout pas faire de comptes joints sur lesquels tombent vos revenus, parce que là, ce sera impossible à détricoter, entre guillemets, si jamais il y a une mauvaise entente entre vous. Donc l'idée, c'est des comptes séparés sur lesquels tombent vos revenus, un compte joint éventuellement dédié aux dépenses de la vie commune, et puis pour tous les actes importants, de bien définir dans l'acte notarié qui paye quoi. Alors, puisqu'on en est au pire, j'ai une question qui nous vient du web et qui concerne le Pacs, on y revient. Comment on peut rompre un Pacs? Et quand on rompt un Pacs, comment on partage les biens, justement? Rompre un Pacs, c'est très facile, c'est une formalité administrative. C'est pas comme un divorce où il faut passer devant le juge via des avocats. Donc sur le plan de la formalité, c'est extrêmement facile. Après, sur le plan technique du partage des biens, il faut absolument consulter le notaire pour justement faire un projet de partage, voir dans quelle mesure on peut arriver à faire mettre d'accord les partenaires pacsés ou pas. Et précisément, s'ils n'ont pas pris soin de préciser dans leur acte d'achat immobilier qui a payé quoi, là aussi, ce sera compliqué de détricoter l'affaire entre eux. Et c'est à partir de là que ça va devenir conflictuel. C'est ça. Bien. Cette fois, concernant le divorce, on parle de... On s'est marié, tout va bien, on a bien fait comme vous avez dit. Mais malheureusement, ça ne se passe pas bien. Alors, c'est difficile aujourd'hui de savoir s'il faut simplement se présenter chez vous, s'il faut aller voir un avocat, qui fait quoi finalement, combien ça coûte. Voilà. C'est une question assez générique, pardon d'être aussi générique. Mais en cas de divorce, est-ce qu'on peut venir vous voir et vous dire, voilà, nous on veut divorcer, mais on ne veut pas se lancer dans les avocats, tout ça? Alors de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut aller voir les deux. Il faut toujours aller voir l'avocat et le notaire. Même dans le cas des divorces qui ne sont pas conflictuels, ce qu'on appelle aujourd'hui les divorces sans juge. Un divorce sans juge, ça ne veut pas dire un divorce où il ne faut pas aller voir un avocat. Il faut toujours aller voir l'avocat puisque le recours à l'avocat est obligatoire dans le cas d'un divorce, même sans juge. Mais il faut bien aller voir aussi le notaire en parallèle puisque finalement, chacune de ces deux professions va gérer des problématiques différentes. L'avocat va plus être là pour gérer les problèmes de prestations compensatoires, d'usage du nom, de pension alimentaire, etc. Le notaire va vraiment être là pour gérer plutôt l'aspect patrimonial de la rupture. J'ai un bien en commun avec mon conjoint, comment est-ce qu'on va le partager? Et il est évident que comme dans un divorce, la transaction financière se fait au global, eh bien, il faut bien que le notaire travaille de concert avec l'avocat, puisqu'il n'est pas question de négocier sur un aspect patrimonial sans savoir si en parallèle on s'est mis d'accord sur la garde des enfants, les pensions alimentaires, etc. C'est un accord global qui doit être trouvé, donc les deux professions doivent travailler main dans la main pour remédier à ça. On va aller un petit peu plus loin dans la complexité, parce que jusque-là tout va bien. Dans l'actualité, il y a la question, depuis quelques années maintenant, de la procréation médicalement assistée. Et il se trouve que vous intervenez aussi dans ce secteur. D'abord, quelles en sont les nouveautés et pourquoi on vous sollicite dans le cadre de la procréation médicalement assistée, la PMA, comme on en parle. Oui, c'est ça, la PMA. On nous sollicite parce que la PMA, ça crée un lien de filiation à l'égard de l'enfant qui est conçu par via de PMA.
L'enfant qui est conçu par PMA, ses parents, c'est certainement pas le tiers donneur, ses parents, ce sont ceux qui auront consenti à la PMA. Donc la maman qui va porter le bébé et puis sa compagne ou le mari de la femme qui porte l'enfant. Donc le rôle du notaire, c'est de recueillir le consentement à la PMA avant que la maman soit inséminée artificiellement. Et ce consentement à la PMA, il est obligatoirement recueilli par le notaire parce qu'il faut que le notaire explique justement les conséquences juridiques du consentement, à savoir la création du lien de filiation et puis surtout les conséquences que ça va pouvoir avoir plus tard à la majorité de l'enfant qui pourra avoir accès à ses origines. C'est-à-dire que le donneur Oui. n'a aucun droit. Et heureusement qu'il n'a aucun droit. Le donneur, il n'est pas là, s'il accepte de faire don de ses gamètes, c'est pas pour devenir juridiquement responsable de l'enfant qui va naître de la PMA. Le donneur n'est absolument pas responsable, c'est pas le père de l'enfant. La filiation n'est établie qu'à l'égard de la personne qui a consenti à la PMA devant notaire. Oui, ben je vais aller un peu plus loin parce que je vais Oui. au cinéma comme tout le monde. Oui. Et si un jour, on a envie de savoir, Eh bien, si un jour vous avez envie de savoir, la loi dit que l'enfant conçu par PMA, il a à minima le droit de savoir au niveau du tiers donneur quelle était sa nationalité, ses origines, voilà, ses caractéristiques physiques, sa profession. Voilà, il a le droit d'obtenir les informations sur ce qu'on appelle les données non identifiées. Par contre, l'enfant n'a pas le droit de savoir qui est le donneur, où est-ce qu'il habite, sauf si le donneur a d'ores et déjà donné son consentement à cela au moment du recueil du don. d'accord. Allez, famille recomposée, un autre sujet d'actualité, enfin d'actualité, ça fait quand même un moment maintenant. Hein. Je rencontre quelqu'un, son enfant est magnifique, je trouve que c'est comme si c'était le mien et je veux l'adopter. C'est possible? À condition d'être marié, oui. Voilà. D'accord, donc on doit être marié. Exactement. Vous avez le droit d'adopter l'enfant de votre conjoint, Ouais. si c'est votre souhait, mais il faut à ce moment-là que vous soyez marié avec le parent de cet enfant et que le parent de cet enfant consente à l'adoption. Ça, c'est tout à fait possible. Après, l'adoption, il faut savoir que c'est un acte qui a une portée juridique très importante puisque justement, elle va créer ce lien juridique entre le parent qui adopte et l'enfant qui est adopté. L'enfant que vous adoptez, ça va devenir votre héritier comme vos propres enfants. Il va avoir, à l'inverse également, des obligations alimentaires à votre encontre comme vos propres enfants. Donc ça crée vraiment des liens juridiques très forts qui sont parallèles, je dirais, aux liens affectifs. Les conséquences juridiques sont très importantes. Donc ce n'est pas aussi fréquent que ça, l'adoption de l'enfant du conjoint. D'accord. Allez, une dernière question, maître, à propos de ce chapitre-là. Puisqu'on est là pour envisager le pire, c'est souvent ce qui vous arrive hein, quand même. Voilà, on a divorcé, ça s'est mal passé, et on veut acheter un bien. On est en pleine procédure. Est-ce qu'on peut acheter alors qu'on est en train de divorcer avec quelqu'un ou finalement on a peut-être des biens en commun? Est-ce qu'il faut attendre? Comment ça se passe? Est-ce que je peux acheter quand je suis en procédure de divorce? Tout dépend du régime matrimonial que vous aviez au moment de votre mariage. Si vous étiez marié sous la séparation de biens, que vous divorciez ou pas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre d'acheter même si vous n'êtes pas encore divorcé, puisque le principe c'est en séparation des biens, c'est que je fais ce que je veux de mes biens, je n'ai pas à demander à l'autre. Par contre, si vous êtes marié sans contrat, la situation elle peut être plus compliquée. Donc dans certains cas, bien mesurés, bien encadrés par les notaires et les avocats, on va pouvoir quand même voilà, ne pas retarder l'achat de la personne qui est mariée sans contrat mais qui veut acheter quand même. C'est quand même pas la majorité des cas. Il faut que ce soit bien encadré. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait quand même une visibilité sur l'issue de votre divorce. Si votre divorce, en clair, c'est très mal barré et qu'on ne sait pas où vous allez, vous ne pourrez pas acheter sans avoir divorcé. Pourquoi? Parce que ce que vous allez acheter, tant que vous n'êtes pas divorcé, va tomber dans le pot commun avec votre futur ex-conjoint. Donc pour éviter ça, il faut que le futur ex-conjoint soit d'accord de reconnaître que ce que vous vous apprêtez à acheter vous devienne personnel. Et ça veut dire qu'en clair, l'issue de la procédure de divorce, elle est quasiment imminente. Hein. Si on n'a pas de visibilité, on ne le fera pas. Tout ça, ce sont des questions d'argent, nous sommes d'accord? On est d'accord. Au-delà des belles histoires d'amour qui parfois, voire souvent, finissent mal.